Ça, il y a ce mythe de la population paresseuse et heureuse de recevoir d'une aide humanitaire, c'est un mythe. C'est humiliant. C'est très humiliant de recevoir de l'aide humanitaire. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Tu es directeur pour la région Proche et Moyen-Orient du CICR. Tu as sous ta coupe 14 pays, dont la Syrie, l'Irak, Israël, territoires occupés, le Yémen. Comment on appréhende un poste comme celui-ci? D'abord, avec très grande humilité. Ça, c'est certain. Et puis, je veux dire, on a une histoire dans cette région. On a des collègues qui sont l'âme de cette région. Et puis, on va dire, à côté de l'aspect technique professionnel, je crois qu'il y a aussi les gens du CICR, quoi. Et puis, quand on commence à prendre cette responsabilité, on fait partie d'une histoire, on fait partie de quelque chose qui va au-delà de nous. Et je crois qu'il faut très vite reconnaître ça. Et puis, connecter avec nos collègues, avec les gens qui sont l'âme de cette région. Ça, c'est certainement quelque chose de très important. On voit quand même les conflits que j'ai cités, que ce soit l'Irak, la Syrie, le Yémen ou Israël, territoires occupés, c'est des conflits finalement très anciens, dans lesquels le CICR travaille depuis quasiment le début de ces conflits-là. Ça a été le conflit Iran-Irak, c'est le Yémen depuis les années 60, c'est la Syrie bien évidemment depuis maintenant presque 10 ans. Est-ce que notre action a su s'adapter finalement à l'évolution des différents conflits tels qu'on les voit et qui semblent tout à fait interminables aujourd'hui? C'est une vaste question. On va resserrer sur la Syrie après. Mais je crois qu'en tant qu'organisation, je crois que c'est vraiment une des forces du CICR. C'est que le fait qu'on soit présent sur le terrain, que malgré le fait que dans notre nom, il y a international, notre staff est principalement composé de gens de l'endroit dans lequel on travaille. Donc j'ai envie de dire, on a une adhésion à la réalité qui nous permet très vite de nous rendre compte si oui ou non on connecte avec les enjeux humanitaires, avec les besoins que les personnes prises dans ces drames, qu'on correspond à leurs besoins. Donc on va dire, cette soupape de sécurité. Maintenant, le défi, aujourd'hui, à mon avis, c'est la taille des besoins et l'entrée du politique dans l'humanitaire. Ça, ce sont les deux dimensions qui, à mon avis, nous influencent. Ce sont des défis pour nous à l'horizon. Mais quelle différence y a-t-il de plus importante de la responsabilité du politique? Tous les conflits précédents étaient aussi liés à une problématique politique, avec des résolutions politiques. Qu'est-ce qui finalement a changé dans cette région-là? L'humanitaire était à une époque, on va dire, périphérique aux politiques. C'est-à-dire qu'on nous laissait faire, mais on ne faisait pas vraiment partie de l'échiquier politique ou des outils du politique. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est peut-être victime de notre succès et que les politiques, n'arrivant plus à fournir des réponses convaincantes aux différents conflits, ont une tendance à transférer les responsabilités sur l'humanitaire. On n'arrive pas à faire la paix en Syrie, parlons de l'humanitaire. Et là, évidemment, on peut parfois se retrouver dans des environnements où les enjeux humanitaires sont parasités par des préoccupations qui n'existaient pas dans le passé. Maintenant, il y a un avantage aussi à ça, c'est que un humanitaire qui est peut-être un peu plus confidentiel nous donne aujourd'hui une capacité d'être plus pertinent, d'avoir plus d'impact. Donc voilà, on paye le prix de la politisation, c'est-à-dire qu'on doit engager avec le politique, on ne peut plus l'ignorer, on ne peut plus vivre dans notre splendide isolation. C'est une contrainte, c'est une difficulté, mais en même temps, ça peut aussi nous donner un levier beaucoup plus important qu'on avait dans le passé.
Ensuite, l'autre dimension de la politisation, alors j'ai peut-être envie de dire de la militarisation, c'est que l'action humanitaire, et on l'a très bien vu en Syrie, en Irak ou en Yémen, est une arme. On donne accès à l'aide humanitaire à certaines régions si vous rendez les armes. Donc là, il y a cette haute dimension de la politisation, militarisation de l'aide humanitaire qui est là, n'est pas nouvelle. Ça a toujours été présent, mais beaucoup plus forte. Cette année, c'est les 70 ans des conventions de Genève. Ce qui nous quand même lie, en tout cas l'humanitaire, et en tout cas le CICR, clairement, c'est le lien que l'on entretient avec tous les États à travers le droit international humanitaire. Est-ce à dire que justement ces évolutions de la relation entre États et de la très forte politisation des conflits fait que ce se ferait au détriment du respect du droit que pourtant tous les États ont signé? Je crois qu'il y a deux dimensions. Et la première dimension, je crois qu'il y a de plus en plus d'États qui reconnaissent la norme. C'est-à-dire qu'on conteste de moins en moins la norme. Ce que l'État fait, c'est qu'il dit que cette norme qui existe ne s'applique pas à ma situation. Voilà. Ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Donc c'est de l'exégèse, on réinterprète. Il y a une évolution, parce qu'il y a une époque, la norme aurait été contestée. On aurait dit, ah non, les détenus n'ont pas droit à une protection minimum. On a dit non, cette norme-là n'existe pas, c'est mon ennemi, j'ai le droit de faire ça. Si j'insiste là-dessus, c'est parce que on se rend compte, surtout dans les dernières années, que beaucoup d'États qui ont été un peu les porte-étendards de l'aide du DIH, du droit international humanitaire, sont aujourd'hui eux-mêmes victimes de la violence. Et là, il y a un phénomène qui, à mon avis, est très inquiétant, c'est que maintenant que ces États qui ont longtemps défendu ces valeurs sont victimes de la violence, eh ben, ces mêmes États décident que cette règle ne s'applique plus à eux. Et ça, c'est un glissement, à mon avis, très dangereux. On le voit très clairement par rapport à les problématiques des personnes qui sont directement ou indirectement liées au groupe État islamique. On voit très bien qu'il y a une espèce de malaise autour de cette population-là. On considère qu'ils sont au-delà de l'humanité, qu'ils sont plus couverts par... pardon ? Malheur aux vaincus. Là, oui. Et je veux dire, venant d'États qui ont historiquement, qui sont à la source même, j'ai envie de dire, de ces normes-là, quand ça vient de ces États-là, c'est très très dur à gérer. Alors le CICR, l'un de ses principales missions, c'est ce qu'on appelle la protection. On voit que l'intensité du conflit s'est profondément quand même modifiée en Syrie. Est-ce que ça veut dire que le CICR va redéfinir sa stratégie opérationnelle pour plus peut-être de protection, visitant des tensions, la relation des différents États avec les enfants de familles de combattants par exemple, ou est-ce qu'on va aussi continuer tous les efforts d'assistance qu'on a développés cette dernière décennie? Donc aujourd'hui, en Syrie, il y a la coexistence, pour faire simple, de deux réalités. Il y a toujours une réalité très violente. Dans la zone d'Idlib, par exemple, qui est quand même une partie significative du territoire syrien, il y a encore une situation de conflit très violent, avec des combats, des violences. Donc on est vraiment dans le paradigme conflit. Et puis, il y a une grande partie du territoire qui est dans ce que nous, on considérait une transition. Alors, transition vers quoi? C'est pas très clair. On espère vers la paix et stabilité, mais enfin, c'est pas garanti. Alors, pour ce qui est des situations de conflit pur et dur, là, on est dans, j'ai envie de dire, du classique. L'assistance, il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace pour autre chose. Pour ce qui est des populations dans des situations de transition, là, pour nous, ce qui est important, c'est de redonner une certaine forme de dignité aux gens. Et la dignité va à travers l'autonomie. Personne n'a envie de recevoir des sacs de nourriture, de l'assistance de quelqu'un d'autre. Il y a ce mythe de la population paresseuse et heureuse de recevoir d'une aide humanitaire. C'est un mythe. C'est humiliant. C'est très humiliant de recevoir de l'aide humanitaire. On a beau mettre toutes les pincettes, on a beau être le plus sensible, au bout du compte, les gens ne veulent pas ça. La plupart des gens veulent être autonomes, veulent décider de
où mettre les ressources qu'ils ont à disposition. Ils veulent pouvoir travailler, ils veulent pouvoir décider. Donc nous, aujourd'hui, dans la partie de la Syrie qui nous donne cet espace-là, on essaye de basculer vers le support population. L'exemple très simple, je veux dire, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui avaient à un moment du bétail ou avaient des champs. Donc pour nous, le but, c'est de redonner à ces gens-là les moyens d'être autonomes. Alors, je prends un exemple très simple, c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc oui, il y a ce transfert vers ce type d'assistance. Et ensuite, la protection, c'est par rapport aux personnes disparues. Il y a des milliers de personnes qui sont en attente, qui sont dans ce qu'on appelle la perte ambiguë, the ambiguous loss, c'est-à-dire de ne pas savoir. Et c'est vrai que ces personnes-là, donc ces victimes de la disparition de leur propre famille, c'est un drame qui est difficile à incarner. Parce que comment parler de celui qui n'est pas là? Comment parler de la souffrance, on va dire, psychologique qui est, à mon avis, pas à mon avis, à notre expérience en tant que CICR, aussi dramatique, si pas plus dramatique que de perdre une jambe, un bras ou autre chose. Non, mais souvent, avant de savoir où on va manger, où on va dormir, on veut savoir où est sa grand-mère, sa mère, son père. Et ne pas savoir, c'est dévastateur. En plus, ça a des conséquences juridiques aussi. On peut divorcer, pas divorcer. On peut hériter, pas hériter. Qui est le père d'un enfant, qui n'est pas le père? Il y a toutes des conséquences juridiques. Donc il y a les personnes disparues, il y a les enjeux de détention. Notre expérience, c'est qu'à un moment, si on veut stabiliser un pays, il faut s'assurer que les conditions de détention soient acceptables. Il faut que les gens sachent où les personnes sont détenues. Et à un moment, pacifier la société autour de l'accountability, de la responsabilité de tout un chacun par rapport aux actes qui ont été commis en Syrie. Pour conclure, pour prendre un peu la mesure des défis qui attendent le CICR, aujourd'hui en termes de budget, c'est combien sur cette région, donc qui inclut la Syrie, l'Irak, et combien de personnels CICR sont à pied d'œuvre? Donc aujourd'hui, on parle d'un budget de 600 millions de francs suisses. Alors la conversion, je ne suis pas... Ça va faire 500 millions d'euros à peu près. Ouais, ça, et on est autour de 3500 staff, 4000 staff, voilà. C'est une fourchette qui varie en fonction des opérations et de la situation. Donc ça reste une opération importante. Ton prochain voyage sur le terrain? Prochain voyage, Yémen. Je retourne au Yémen avec inquiétude, avec anxiété. La dernière fois où j'avais été là, c'était au moment des accords de Stockholm, une certaine forme d'espoir, parce qu'évidemment le Yémen, l'humanitaire n'est pas la solution, on est bien d'accord, c'est politique. Là, il y avait cet espoir. Aujourd'hui, il me semble que voilà, les attentes, comment dire, les partis au conflit, les acteurs politiques ne répondent pas aux attentes du processus de Stockholm. J'espère que les choses vont évoluer, que les choses vont changer, tout en sachant qu'il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'option. C'est pas qu'une victoire militaire soit possible. Donc je retourne là-bas avec une petite pointe d'anxiété. Bon, écoute, bon courage à toi, et puis on espère quand même que la situation évoluera pour les différentes populations civiles des pays sur lesquels tu travailles. Espérons. Merci à toi.